On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hubert de Boisredon. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, je suis Hubert de Boisredon, j'ai 59 ans. Je suis marié avec Marianne. Nous avons 4 enfants et je suis dirigeant d'une entreprise industrielle à Nantes. Alors, j'ai fait quelques petites recherches en préparant cet entretien et j'ai découvert que tu étais né le jour de la Sainte-Alphonse Marie de Lignoris, qui est le saint patron des confesseurs, des moralistes et des personnes honnêtes, des théologiens et des vocations. Je pense qu'on aura un peu le temps d'échanger sur les différents bouquins que tu as écrits et je te connais déjà depuis quelques années et je pense que le terme de personne honnête est quelque chose qui te caractérise assez bien et je trouve ça intéressant de voir quand on relit un peu l'histoire de voir en fait comment on s'ancre, dans quelle mesure on est aussi présent dans une génération. Et le deuxième point qui m'a touché, c'est que tu es né le jour de la promulgation de la Constitution du Luluabourg, qui est une province de la République démocratique du Congo. Et tu reviens il y a quelques jours d'Afrique avec le congrès de Fondatio. On reviendra aussi un peu sur cette part de l'engagement qui a été important chez toi et chez Marianne. Mais voilà, je trouve ça touchant de voir que ces 2 points, déjà, rien qu'en les découvrant, te relient aussi avec ton histoire, avec ce que tu es aujourd'hui. Voilà, puis pour rajouter un peu d'humour aussi, je suis né le jour de la fête nationale suisse. Et il se trouve que quand j'étais enfant et qu'on m'emmenait en Suisse, j'avais des enfants d'une nounou qui me faisait croire que les défilés étaient pour mon anniversaire et j'ai cru pendant très longtemps. Excellent. C'est pas très fier de leur part, mais la blague est bien jouée. Voilà. Excellent. Juste, peut-être en 2 mots, est-ce qu'on peut débriefer un peu de ton voyage ? Oui, tout à fait. Effectivement, là, je reviens juste du Togo, où a eu lieu le congrès international Fondatio. Fondatio, c'est une communauté chrétienne qui est née dans le souffle et dans l'élan de Vatican II. C'est l'une des communautés nouvelles, voilà, qui est présente dans 23 pays dans le monde et qui est une communauté qui rassemble principalement des laïcs qui sont engagés dans la société, c'est-à-dire dans le monde économique, dans le monde de l'éducation, de la politique, voilà, avec des laïcs, pour ceux qui l'auraient pas, c'est des personnes qui sont chrétiennes mais qui sont pas prêtres ou religieux, quoi. Voilà, c'est ça. Et sachant qu'il y a la grande majorité sont chrétiens, mais il y a aussi notamment des jeunes qui appartiennent au mouvement parce que ils adhèrent quelque part à l'idéal que nous vivons, tout en étant encore en recherche de foi. Donc c'est aussi un mouvement qui cherche à être très ouvert, avec un but. Le but, c'est construire un monde plus juste, plus humain, plus écologique, en amitié avec le monde, en amitié avec Dieu. Voilà. Et on a pu réaffirmer ces priorités ensemble. Alors, un congrès international comme ça, le but, c'est de redéfinir, quelles sont les orientations spirituelles pour les 5 ans qui viennent. Et il y a 2 orientations qui ont été choisies par les 120 délégués qui étaient là. C'est d'abord la jeunesse et ensuite l'écologie intégrale. Donc, écologie intégrale, ça inclut bien sûr le souci écologique de l'environnement, mais aussi toute la dimension sociale et l'attention aux plus pauvres, aux plus petits. Et donc ça recentre en fait les priorités de cette communauté qui par ailleurs agit auprès des couples, auprès des dirigeants d'entreprise, des seniors. Mais l'idée, c'est que toutes ces forces vives, en fait, se mettent plus au service de cet enjeu, mais énorme, qui est la jeunesse, avec toutes les questions que se posent les jeunes aujourd'hui, et puis aussi l'écologie, avec tout le souci de l'avenir de notre terre, et puis bien sûr ce souci d'attention aux plus petits, aux plus pauvres, où il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui. Voilà, donc c'est très heureux de ces orientations, qui m'orientent aussi comme dirigeant d'entreprise. Voilà. Excellent. Tu me disais juste avant un truc qui m'a surpris. Le congrès a eu lieu du coup précédemment en Belgique, en France. Là, vous êtes allé au Togo et vous avez aussi pris j'ai pas envie de dire la difficulté du pays, mais la réalité du pays
pour aller rassembler ces 120 personnes. Tu peux nous en dire un petit peu plus pour le côté un peu coulisses? Oui, le côté coulisses, c'est qu'en fait, donc la décision de faire ce congrès en Afrique s'est prise lors du dernier congrès en 2018 qui a eu lieu aux Philippines. Donc, en général, à la fin d'un congrès, on annonce, voilà, le prochain congrès sera en Afrique. Ouais, la grande classique, souvent, de ce genre de choses. Voilà. Mais entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Donc, beaucoup, c'est-à-dire pendant pratiquement 2 ans, il n'y a pas eu de rencontres. Il y a eu que des rencontres à distance. Et avec des défis notamment logistiques en Afrique qui sont très importants et des défis financiers également pour les pays africains. Fondation est présente dans environ 15 pays en Afrique. Et donc déjà, rassembler les Africains, leur permettre de préparer ce congrès. Bon, il y avait évidemment des personnes aussi inquiètes en disant, voilà, en Afrique, il y a des moustiques, il y a du risque de paludisme, comment on va gérer ça? Toute la communication digitale, c'est avec l'Internet est plus difficile. Et en fait, il y a eu un moment, il y a eu une tentation de dire, finalement, faisons un congrès africain à Versailles, dans la maison de Fondatio de l'Ermitage à Versailles. Et certains d'entre nous, dont moi, nous avons vraiment dit qu'en fait, non, je pense que ça n'avait pas de sens et même ça serait presque incohérent, voire blessant, de penser que nos frères et nos sœurs d'Afrique seraient pas capables d'organiser ce congrès. Et en fait, la question qui a vraiment été posée, c'est de leur poser la question à eux, en disant, est-ce que vous voulez que le congrès soit en Afrique? À l'unanimité, ils ont dit oui, on veut le faire. Et donc, on leur a fait confiance. Et le résultat était magnifique. Vraiment magnifique parce que ils nous ont reçus avec, j'allais dire, une simplicité. C'est vrai qu'un congrès comme ça, on rentre dans une sobriété. On était dans une région un peu de brousse en fait, mais donc dans des conditions simples, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Mais j'allais dire, tout le monde a accepté de rentrer dans cette simplicité. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette joie et cette gratitude des Africains qui en fait, est une richesse, mais tellement énorme. Moi, qui m'ont en tout cas remis, j'allais dire, recentré sur l'essentiel de la vie. La vie est un don et merci Seigneur. Et le voyage est aussi un truc qui t'habite quand même pas mal parce que au début de ta vie avec Marianne, vous êtes parti au Chili. T'as lancé là-bas une micro-banque. Avec Armor aujourd'hui, ta société, tu voyages aussi pas mal. La jeunesse, c'est un de ces thèmes et je trouve ça fort parce que c'est déjà beaucoup de thèmes que tu viens d'employer là en disant la confiance dans l'autre, dans sa capacité à faire. Est-ce que comment tu traduirais aujourd'hui l'enjeu de la confiance envers l'autre? Quel est le pas d'audace qui fait que tu te dis en fait non mais moi j'ai confiance en eux, ils vont réussir à faire ça et même plus largement j'ai confiance dans mes collaborateurs, j'ai confiance dans ma femme, j'ai confiance dans la jeunesse de France, dans la jeunesse du monde. Oui, ça, je pense, c'est le sujet de la confiance, c'est un vrai sujet. Bon, confiance en latin, c'est la même racine que la foi. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'on peut pas dire vraiment qu'on a la foi pour les chrétiens ou les croyants en Dieu si on n'a pas confiance en l'autre. En fait, c'est tellement. Et j'allais dire, la confiance en l'autre, pour moi, dit quelque chose de notre. C'est un peu la mesure de notre foi, en fait. Et ce dont j'ai pris conscience, c'est que en fait, il n'y a pas de confiance sans lâcher prise. C'est vrai que quand je suis parti au Chili à 22 ans, c'était un peu, un désir, mais aussi un appel. C'est vrai qu'à ce moment-là, le Chili de l'époque, c'était le Chili du général Pinochet. C'était, beaucoup de gens me disaient, mais t'es fou d'aller là-bas. On est parti avec un ami, donc en mission humanitaire et avec la délégation catholique pour la coopération. Mais c'était comme quelque chose qui me portait. Et c'est vrai que sans doute aidé par notre jeunesse de l'époque, j'y suis allé dans une grande confiance. Avec un grain de folie. Ouais, un grain de folie, mais en fait, qu'est-ce que la sagesse et qu'est-ce que la folie, en fait, C'est-à-dire, est-ce que ça aurait été plus de sagesse de rester et de pas vivre cette expérience absolument extraordinaire qui m'a marqué pendant 7 ans? Parce que je suis parti 2 ans, pour 2 ans, et j'y suis resté 7, et j'ai rencontré Marianne là-bas, qui est devenue mon épouse, elle venue de Belgique, donc, comme quoi, c'est bon. Mais j'allais dire, ce lâcher prise, mon expérience, c'est que le lâcher prise nous confronte, ça a été mon cas, à nos propres peurs. Et la peur, elle a différents noms pour chacun d'entre nous. Moi, j'allais dire, une peur que j'ai très souvent, c'est la peur de l'échec. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien réussir. Et donc, partir au Chili, la question, c'était quel impact ça aurait sur ma carrière professionnelle derrière. Je recevais souvent des messages de gens qui me disaient, bon, ok, t'as fait ta copée pendant 2 ans, c'est bon, mais maintenant tu reviens parce que là, t'es en train de mettre en péril ta future carrière professionnelle. Et en même temps, je sentais au fond de moi-même que je devais rester. Notamment, j'avais été extrêmement touché par les plus pauvres et par, notamment,
un centre de réhabilitation de jeunes, j'allais dire en réhabilitation de drogue, et qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai l'impression en fait, de découvrir quelque chose de l'ordre de l'essentiel. Et donc, évidemment, c'était une prise de risque. Et en même temps, ça me ramenait à ce sujet. Enfin, le plus fondamental, c'est quel est le sens de ma vie. Et donc, voilà. Bon. Et donc, ça a été ce lâcher prise. Je peux témoigner qu'en fait, bien sûr, il y a eu des épreuves, bien sûr, il y a eu des moments un peu quand on a créé cette banque de microcrédit, notamment, on est parti de rien. Il a fallu trouver les fonds. Il a fallu, on était dans les quartiers les plus défavorisés de Santiago, qu'on appelle les poblaciones. Il y a eu des moments d'insécurité, des moments de doute. Mais à la fin, c'est beaucoup de gratitude parce qu'on a été conduit et finalement on a reçu énormément. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, je m'appuie beaucoup dessus, sur cette expérience, même dans ce que je vis comme dirigeant d'entreprise. Voilà, un autre moment où j'ai été confronté au sujet de la confiance, et en fait, effectivement, dans le management, sans doute parce que j'ai aussi expérimenté un moment de ma vie, notamment dans un grand groupe, ce qui était l'inverse du management par la confiance, c'est-à-dire un dirigeant qui, lui, pratiquait un management par la pression, par la défiance et par la peur, en fait. C'est-à-dire que quelque part, quel que soit ce que l'on fasse, c'était jamais assez. C'était une relation. Enfin, je le ressentais pour moi, mais d'autres pouvaient le ressentir également pour eux. C'est-à-dire se sentir juste un pion pour produire du résultat, mais ma personne n'avait pas de valeur. Et en tout cas, c'était une croyance que plus on la pressurise, plus on pressurise l'autre, plus il va donner le maximum. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire. Et donc, moi, de mon côté, quand j'ai pris la direction d'Armor Group, une entreprise industrielle à Nantes, une de mes intentions profondes, ça a été de mettre en pratique, en tout cas d'essayer de mettre en pratique, un management par la confiance. Le management par la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, c'est pas être aveugle, et c'est pas ne pas diriger, mais c'est, par exemple, établir des objectifs en commun avec son collaborateur. S'accorder sur ces objectifs, c'est pas juste les imposer du haut vers le bas. Et une fois qu'on les accorde, c'est simplement de vérifier que l'autre est capable de les assumer. Et à partir de là, par exemple, de lui dire, écoute, voilà, moi je te fais confiance. Ces objectifs, je sais que tu les as intégrés. Donc, d'une certaine façon, si tu ne viens pas vers moi, je vais pas être derrière ton dos. Par contre, si tu as besoin qu'on en parle pour que tu réussisses leur accomplissement, eh bien, je suis disponible. On s'assied, on en parle ensemble. Mais le point de départ, l'a priori, c'est un a priori de confiance. Voilà, si à un moment ça se passe pas bien, etc., bien sûr, on va faire le point, mais c'est pas à partir d'une peur que l'autre ne réussisse pas. C'est plutôt pour être avec lui à ce moment-là. Et ça change beaucoup de choses. Tout ce qu'on appelle le principe de subsidiarité aussi. Ça veut dire dans quelle mesure je crois que l'autre est capable d'accomplir pleinement bien les tâches qui lui sont confiées, et je m'abstiens de me substituer à lui pour faire le travail qu'il doit faire. C'est-à-dire que vraiment, je considère que c'est voilà, une fois qu'il y a une délégation de responsabilité, vraiment, je lâche, quoi. Ouais, pour moi, le principe de subsidiarité va même plus. La délégation, pour moi, c'est conserver le contrôle de l'élément. C'est-à-dire, tu confies une tâche, mais c'est moi qui gère, c'est ma vie, et il faut que tu la fasses globalement de la façon dont moi je veux que tu la fasses. La subsidiarité, c'est, je te confie une mission, tu la réalises à ta manière. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est ce qu'à l'arrivée, on a atteint l'objectif de la mission, et je suis effectivement là pour t'aider si t'as besoin, mais en fait, ça devient ta mission, ça devient du coup ton objectif, et quand tu réussis, c'est ta réussite, quoi. Voilà, c'est exactement ça. On s'accorde sur la mission, et on fait confiance sur les moyens, en fait. On laisse à l'autre la créativité, la liberté de définir comment il va accomplir cette mission. Comment on réussit ça en tant que dirigeant d'entreprise avec des jeunes collaborateurs? Je pense que moi, ce que je crois, c'est que les jeunes collaborateurs, et c'est de plus en plus vrai, n'aiment pas qu'on leur assigne une tâche du haut vers le bas. En fait, je crois que les jeunes d'aujourd'hui, déjà c'était notre cas, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ce qu'ils souhaitent, c'est que on partage un objectif, qu'on partage un projet, et qu'on soit ensemble, et qu'ils aient d'une certaine façon le même droit de donner leurs idées que le patron. Enfin, c'est-à-dire qu'on est voilà. Et puis ils sont très très sensibles à la confiance. Moi, j'ai une grande admiration pour les plus jeunes. Pourquoi? Parce que je perçois que les plus jeunes aujourd'hui ont une liberté beaucoup plus grande que celle qu'on avait nous il y a 30 ans, notamment par rapport à l'argent, par rapport à leur carrière. Quand tu dis une liberté plus grande, ça veut dire ils osent plus en parler, ils osent plus choisir. Ils sont moins attachés. C'est-à-dire que nous, je veux dire, moi par exemple, j'ai fait l'école HEC. Bon, c'est vrai qu'à l'époque,
c'était voilà, l'objectif, c'était quand même de gagner beaucoup. C'était la plupart sortaient d'HEC en visant d'aller dans les Big Four ou dans les grandes sociétés du CAC 40, en marketing, en finance, etc., ou dans les grandes banques. Il fallait faire une carrière et le titre dans le CV était très important. C'est-à-dire, en fait, bon, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui sont complètement libres de faire complètement autre chose. L'entrepreneuriat est beaucoup plus valorisé. Et également, beaucoup, par exemple, n'hésitent pas à prendre 1-2 ans pour partir en humanitaire, pour partir, voilà. Donc, une très grande liberté. Ça me frappe. Par exemple, j'ai un fils, Jean, bon, bah, il est en dernière année de Centrale avec un ami des arts et métiers. Ils ont démarré une start-up qui s'appelle Capsme pour remplacer les capsules Nespresso par des capsules réutilisables. Bon, bah, ils font ça comme, c'est une passion, c'est un jeu, c'est une joie d'entreprendre. Et il est pas du tout centré sur le fait de prévoir comment il va construire une carrière classique. En fait, il vit son élan entrepreneurial et son élan aussi pour un monde plus écologique. Et bon, il essaye de combiner les deux et il y va, quoi. Voilà. Je pense qu'avec beaucoup plus, bon, son exemple, je le cite parce que je le connais bien, mais le nombre de jeunes que je vois qui ont un talent entrepreneurial pour se lancer, c'est incroyable. Donc, moi, c'est ce qui me donne énormément confiance par rapport à l'avenir. La capacité des jeunes à entreprendre, à s'engager. Ah oui, c'est ça. Et puis aussi avec une liberté beaucoup plus grande par rapport à l'image de soi, par rapport et puis par rapport aux gains financiers. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un désir, bien sûr, de vivre correctement, mais le nombre de jeunes que je vois qui n'hésitent pas à bifurquer, qui n'hésitent pas, de certaine façon, à déserter un système classique pour aller vivre leur idéal, dans une vie très sobre et très simple. Parfois de retrouver simplement l'essence par exemple, d'une ferme, de prendre soin d'un troupeau, de réapprendre un métier, par exemple, de charpentier, et de travailler de leurs mains, bien qu'ils aient fait des études intellectuelles, parce qu'ils ont envie de retrouver le sens premier de la vie, de découvrir que le travail est fait pour se nourrir, pas forcément pour s'enrichir, etc. Donc une très grande pureté, une très grande liberté qui m'interpelle souvent. Ouais, et qu'on voit effectivement, je pense qu'on a tous des exemples en tête. Moi, je pense à mon cousin qui a tout plaqué pour devenir boucher. Voilà. Au départ, était consultant. N'hésitez pas à aller le voir, Benjamin, petit bonjour au passage. Mais c'est vrai qu'en fait, non, il est à Paris. Lui, à Paris, lui, d'accord. Mais ouais, ça fait partie des trucs qui sont assez forts. Tu vois, moi, j'ai eu la chance, je me suis un peu posé la question, mais si j'avais pas bifurqué vers autre chose, j'ai eu la chance de croiser la route de 3 copains et aujourd'hui, j'en suis là et j'enregistre des podcasts, j'aurais pas parié ça, mais j'y trouve un sens et c'est des chouettes moments d'échange. C'est vrai que cette notion d'engager, cette notion de liberté, en fait, elle m'a pas l'air si compliquée. Et c'est vrai que quand je t'entends parler, on se rend compte en fait qu'à l'époque, quand toi t'es parti au Chili, ça avait l'air bien plus, j'ai envie de dire balèze, en tout cas complexe. Est-ce que toi, tu te dis si aujourd'hui t'étais à la place de Jean, t'aurais plaqué HEC, tu serais parti au Chili 2 ans plus tôt? Non, j'aurais pas plaqué HEC parce que je pense, et d'ailleurs je continue de penser que quand des jeunes me disent voilà, entre guillemets, j'ai la chance d'être en université ou en école et j'ai envie de tout arrêter au milieu, je leur dis en général, allez quand même jusqu'au bout. En tout cas de vos études. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous avez commencé, que vous avez décidé à un moment. Et le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a commencé, sauf s'il y a des raisons majeures de ne pas le faire, en fait, a du sens et que ça donne une assise, une crédibilité. D'une certaine façon, à l'époque, en tout cas, on a pu partir avec cet ami. On était 2 de la promo. Mais le fait d'avoir été jusqu'au bout de mes études et d'être diplômé, de certaine façon, c'est aussi ce qui m'a donné la liberté de rester 7 ans. Parce que je savais au fond de moi-même, même si des personnes disaient oh là là, Hubert, est-ce qu'il va pas, voilà, est-ce que c'est pas un peu J'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable quand je t'entends. Ouais. En vrai, moi, j'en ai eu plein. Alors mes copains sont plutôt sortis d'études, mais j'en ai quand même un paquet qui sont arrivés dans un cursus d'études. Parce que globalement, il y a eu des espèces de grandes directions dans leur vie qu'ils ont à peu près pas décidé, puis ils sont tombés là, quoi. Ils étaient pas trop mauvais en maths, ils sont tombés en école d'ingénieur. Derrière, bam, prépa, il faut viser une grande école, et puis ils arrivent en grande école. Là, ils disent, ok, en fait, la vision, c'est la fin, là, c'est dans 2 ans. Et en fait, ils sont en train de se dire, ok, du coup, je pense enfin à l'étape d'après. L'étape d'après, on me fiche la paix, parce que ça y est, t'arrives en grande école, donc tu devrais trouver la fameuse carrière dont tu parlais tout à l'heure. Puis là, en fait, ils disent, ouais, j'ai pas envie de ça. Du coup, ils se questionnent. Je trouve ça hyper dur de leur dire, non, mais bon, t'es arrivé là. Allez, il reste 2 ans, tu mets un peu la charrette et dans 2 ans, t'auras la liberté, mais
Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un sujet de discernement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de règle absolue et loin de moi de dire à un jeune comme celui-là ce qu'il devrait faire. Je pense que l'important, c'est d'écouter en soi, c'est où est ma fidélité, en fait. Où est ma fidélité par rapport... Alors, si effectivement, par exemple, j'ai fait ce choix contre moi-même, là, sa fidélité, c'est peut-être de revenir à soi-même. Voilà. Si par contre ce choix a été fait en conscience et et que c'était vraiment son choix, je lui dirais peut-être jusqu'au bout. Et puis après, voilà, quitte à ouvrir un nouveau chapitre. Mais le vrai sujet, et c'est celui sur le sujet de l'engagement, pour moi, ça c'est un point majeur, c'est-à-dire de dire finalement c'est quoi ce qui me correspond à moi. Il y a pas un engagement valable et un engagement qui ne l'est pas. Même par rapport à on peut juger l'engagement des autres, mais en fait, on ne sait pas ce qu'ils portent. Ce qui les a amenés à prendre cette décision, qui les a amenés sur ce terrain-là. Voilà. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui te pousse à t'engager de cette manière-là? Qu'est-ce qui te pousse à faire le choix que tu fais? Et est-ce que ce qui te pousse, c'est quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de positif? En fait, je dirais que si c'est de l'ordre du rejet de l'autre ou du rejet simplement de la société pour la rejeter, mais pas de vous désirer construire, à ce moment-là, je dirais, il y a peut-être, le rejet de l'autre, en fait, ne va jamais permettre de construire vraiment quelque chose sur le long terme. Est-ce que pour certains autres, peut-être ne pas aller jusqu'au bout d'un engagement qu'ils ont pris, peut-être une fuite parce que souvent s'engager quand on va jusqu'au bout, c'est difficile aussi, hein. On se heurte à l'épreuve de la fidélité de certaine façon, et c'est vrai dans un engagement d'études, c'est vrai aussi dans un engagement de couple, de mariage, de vie, parfois professionnelle. Le vrai sujet, c'est de savoir est-ce que ce qui m'a poussé à m'engager est juste. Comment tu discernes ça? Tu le dis, ça demande un vis-à-vis souvent, hein, vis-à-vis qui peut être un bon ami, qui peut être un mentor, qui peut être un religieux qui nous écoute. Avec un ami qui s'appelle Louis, on a démarré en fait une société de formation et de conseil de coaching en leadership par le compagnonnage, où en fait on a expérimenté nous-mêmes cette force du compagnonnage, c'est-à-dire en fait d'avoir une personne quelque part qui accepte, en qui on a suffisamment confiance et qui accepte d'être un peu un miroir pour soi-même et qui s'engage à avoir à la fois un regard bienveillant, mais aussi qui s'engage à être authentique et être capable de nous interpeller dans la vérité si il sent que quelque part on dévie nos intentions. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux. C'est pas forcément le meilleur pote, hein. C'est quelqu'un qu'on sent assez libre avec soi. L'idéal, c'est que ce soit réciproque pour qu'il y ait vraiment, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre qui va donner des conseils. C'est que on s'accompagne d'une certaine façon pour réussir notre vie. Et ça suppose d'être très vrai l'un avec l'autre. Et ça veut dire que par exemple, par rapport à une question comme celle-là, c'est pouvoir dire, ok, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix de job ou ce choix d'études? Et puis, dans le dialogue, en fait, vont apparaître des choses. Oui, sachant qu'en fait, l'autre est là vraiment pour poser des questions, pas pour apporter les réponses. Réponses, on les connaît. Il faut juste les faire émerger par un questionnement. Exactement. L'autre est là pour poser des questions, mais il est aussi là, après avoir écouté, pour dire un ressenti. Par exemple, je t'ai écouté longuement, et mon ressenti, c'est que t'es pas vraiment heureux dans ce que tu me dis, toi, dans ce que tu vis. Pourquoi? C'est quoi cette sensation un peu de tristesse ou machin? Ou au contraire, j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi ou quelqu'un d'autre est-ce que t'as suivi une injonction externe? Simplement, en fait, de faire un reflet, peut-être de relancer par des questions qui poussent l'autre à dire, oui, en fait, la vérité, c'est ça. Et à partir de cette vérité, qu'est-ce que je décide, mais sur une base, j'allais dire, un petit peu purifiée des trucs autour qui nous encombrent, tu vois. Dans ce que tu as dit là, à un moment, j'ai attrapé une phrase qui me fait penser à un truc que tu as écrit dans ton bouquin, L'esprit soucieux. D'ailleurs, je vous invite à aller le lire. Il est très sympa, un bouquin où tu racontes une partie de ta vie à l'intérieur. Et tu as cette phrase vis-à-vis d'Armor où tu dis « J'ai trouvé à travers cette société sur les panneaux photovoltaïques l'occasion de déployer une forme de management ». Et je trouve intéressant parce qu'effectivement, ça dit que en fait, t'es fidèle à ta conviction que tu nous évoquais tout à l'heure, l'envie d'accompagner en fait les hommes. Et en fait, ça aurait pu être Armor ou une autre. Il s'est trouvé que le contexte était celle-ci. Et t'as eu cette fidélité. Oui. C'est en fait,
Dans mon cas, je dirais que l'appel ou le désir, c'est pas de travailler dans cette entreprise. C'est de mettre en pratique ce management par la confiance et de faire l'expérience que par ce management par la confiance et ce management participatif avec d'autres, on allait pouvoir avoir un impact visible sur, d'une certaine façon, la transformation de la société à travers une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui me pousse en avant. Et c'est du coup de vivre l'entreprise comme un lieu de transformation de la société. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle soit rentable. Ouais, il y a tout le quotidien de dirigeant. Voilà. Quoi. Donc mon quotidien de dirigeant, il n'est pas très différent de celui de n'importe quel dirigeant. J'allais dire peut-être que j'ai un angle, en tout cas dans ma quête, dans mon action, qui est peut-être celui-là, qui est de vivre mon engagement de dirigeant d'entreprise comme quelque chose qui unifie mon goût pour l'entreprise et la gestion, mais également mon amour du monde, mon amour de la transformation de la société et ma foi, d'une certaine façon, parce que je trouve extraordinaire par l'entreprise de pouvoir, d'une certaine façon, être co-créateur, d'être voilà, on est un peu participant, et donner à l'entreprise, aux dirigeants, à son équipe et à l'ensemble des membres de l'entreprise une responsabilité extraordinaire, c'est de participer à la transformation du réel. Donc ça, je suis touché par ce que tu dis parce que aujourd'hui, on parlait de cette quête de sens. Il y a beaucoup de jeunes qui plaquent des boulots pour revenir sur du manuel, ou on en voit d'autres aussi qui partent à l'étranger, faire des voyages, s'arrêter. En fait, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que je peux faire n'importe quel métier dans une boîte. En fait, le vecteur, c'est pas tant le quotidien de est-ce que je suis comptable, est-ce que je fais de la communication, est-ce que je fais des RH. En fait, c'est la raison qui me pousse à le faire. Absolument. Absolument. Et je pense que ce qui donne du sens, c'est de participer à un projet collectif qui nous dépasse. C'est-à-dire que si je regarde que mon travail de communication, ou que mon travail de comptable, ou que mon travail de producteur, sur une chaîne de production, ça peut paraître assez restreint, voire assez, peut-être répétitif, voire rébarbatif. Mais si par contre, je le vis comme étant un rouage essentiel d'un tout, et ce tout étant une vision et une mission d'entreprise, par exemple, à ce moment-là, je me sens essentiel pour l'entreprise, parce que s'il n'y a pas la production, il n'y a pas l'entreprise. S'il n'y a pas la communication, l'entreprise ne rayonne pas. Et s'il n'y a pas, je sais pas, l'assistanat ou la finance, l'entreprise ne marchera pas. Et donc, du coup, je reçois en fait du collectif une raison, du sens et une motivation qui me dépasse. Et c'est ça qui rend heureux aussi. En fait, ce qui rend heureux, c'est quand on comprend, et je pense que c'est l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Et ce qui me frappe, et c'est là où je trouve que les jeunes, notamment, sont assez courageux, c'est quand ils comprennent pas pourquoi ils travaillent, et la raison pourquoi ils travaillent, en fait, ils restent pas, ils s'en vont. Ils ont raison. Une fidélité à ce qu'ils sont au fond d'un besoin de sens qui aujourd'hui est fort. Et je pense qu'une grande frustration des jeunes aujourd'hui, c'est quand ils viennent plein d'idéal et avec ce désir de contribuer à la transformation de la société et qui sont dans une entreprise où tout est figé, où en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de pouvoir, on leur permet pas de participer au projet et ils se disent si un jour je veux avoir une influence sur même la transformation de l'entreprise, il va falloir que j'attende 20 ans pour franchir tous les échelons et encore je rentre dans des jeux politiques et une bataille, etc. Et j'ai pas envie de ça. Voilà, et c'est là où je dirais que le monde change, et tant mieux, parce que voilà, ce système où en fait, d'une certaine façon, on est juste un pion un peu ignoré dans une grande entreprise et on ne participe pas vraiment au projet, c'est pas satisfaisant. Ce serait quoi tes conseils, parce que ça c'est quand même un peu des grandes décisions parfois, de prendre ces orientations, d'être fidèle à soi-même. Comment, dans le quotidien, si on se dit, tiens, aujourd'hui, en t'écoutant, Hubert, je me dis, tiens, je suis pas fidèle tout à fait à ce que je veux être. Ce serait quoi un peu tes conseils, tes clés pour s'écouter et peut-être se préparer à prendre une grande décision pour redevenir fidèle à soi-même? Comment on prépare ces grands choix, en fait? Ouais. Je pense que c'est d'accepter le problème. C'est d'accepter qu'en fait, on n'est pas satisfait. Pour moi, le fait d'accepter quelque part l'insatisfaction, est déjà une marque de courage énorme et déjà un grand pas franchi. Parce que à partir de là, je peux m'ouvrir à autre chose. Ensuite, je pense que alors, on peut commencer le travail soi-même, mais c'est très aidant de le faire avec d'autres. Donc, comme je disais, avec quelqu'un de confiance. Un compagnonnage ou un conseiller quelconque. C'est de revenir à soi. C'est-à-dire, à la limite, d'oublier la décision pour un instant qu'on doit prendre et se dire qui je suis, en fait. C'est quoi ce qui me rend heureux dans la vie? C'est quoi ce qui me rend heureux? C'est quoi que je fais naturellement? Qu'est-ce que disent les autres de moi
de positif? Sur quel domaine je peux dire que quand j'agis, en fait, ça fait du bien autour? Ça, certaine façon, ça a de l'impact. Et qu'est-ce que je fais qui ne me fatigue pas, mais qui quelque part, qui m'énergise? C'est-à-dire, certaines façons, à l'extrême, c'est, on me dit que je travaille, mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Parce qu'en fait, je suis tellement dans mon être, je suis tellement dans mon axe, que finalement, ça se fait naturellement. Premier conseil, c'est de pas aller contre soi-même. Pas la peine de faire des choses pour lesquelles on doit se forcer tout le temps et qui vraiment ont l'impression de partir au sacrifice, quoi. Je pense qu'on est fait pour être heureux, et on est fait pour être heureux aussi dans le travail. Donc déjà, une fois qu'on a pu faire ce diagnostic, après c'est comment ça peut se traduire dans une action, dans un métier, dans un engagement, et par petits bouts en fait de se rapprocher de la cible. C'est-à-dire voilà, dans quel domaine je pourrais exercer mes talents, mes compétences, peut-être dans quelle entreprise, dans quelle association, dans quelle organisation. Et puis après de franchir les étapes, peut-être que pour certains, en fait, je découvre que voilà. Par exemple, moi, je l'ai vécu d'une certaine façon parce que j'étais en terminale. Bon, je me débrouillais pas trop mal en maths, etc. Et puis à l'époque, maths sup, c'était le top du top. Et donc tous mes profs, etc. me disaient attends, voilà, toi, il faut que tu fasses maths sup, tu discutes pas. Bon, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai commencé en maths sup. Et de fait, au bout de 15 jours, j'avais rien contre les maths et la physique, mais me manquait tout un équilibre. Je voyais mes copains qui faisaient de l'histoire, de la philo, de l'anglais, un peu de maths, mais pas trop. Enfin, moi, de la géographie, de la géopolitique et tout. Et je vibrais de ce qui me manquait, en fait. Et j'ai bien vu qu'à ce moment-là, le pas, ça a été déjà de le reconnaître, d'accepter de perdre quelque chose. En fait, et d'accepter de perdre quoi? C'était l'image que, peut-être en ne faisant plus maths sup, je perdais peut-être une possibilité d'une carrière plus brillante. Et là, ça oblige à revoir ses valeurs, en fait. Est-ce que mon but, c'était juste une carrière plus brillante, ou c'était d'être heureux, de faire ce pourquoi j'étais fait, quoi. Justement, on parlait du Togo au début. Il y a un peu un philosophe africain qui a mené un projet dans l'agroécologie absolument extraordinaire, qui est venu nous parler. Et il disait, avec son accent africain, il disait, mais voilà, ce qui importe, c'est de savoir pourquoi nous sommes nés. Pourquoi tu es né? Et je trouve que c'est plein de sagesse, ça, tu vois. Pourquoi je suis né? C'est partir de là, quoi. Partir de là. Et ça remet, je crois que ça remet dans son axe, tout simplement. Et je pense qu'on peut s'engager et tenir un engagement que quand on est aligné avec ce pourquoi on est né. Ouais, et pas avec l'image qu'on a d'une carrière, d'une vie, qu'elle soit d'ailleurs qui peut être une vie de famille, qui peut être une vie d'aventure, ou l'image qu'on renvoie même à ces collègues. Enfin, je pense, non. Ouais, tout à fait. Tu vois, dans le cadre de la société de coaching et de formation en leadership qu'on a créée, qui s'appelle EOTECUM. EOTECUM, ça veut dire j'y vais avec toi. On accompagne des étudiants de troisième année d'HEC. Et notamment pour les aider à faire leur choix de job et de carrière à partir d'eux-mêmes et non pas à partir des injonctions qu'ils reçoivent de l'extérieur. Et on est quand même très frappé de voir que beaucoup, en fait, ont du mal à avoir cette liberté intérieure de suivre leur élan propre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'injonctions. Il y a l'injonction des parents qui disent, attends, avec ce qu'on paye pour les études, t'as intérêt à trouver un job, fait que tu vas gagner très bien ta vie. Il y a l'injonction des copains et des collègues de l'école qui fait que tout le monde se compare son premier salaire et que si on n'a pas un salaire à un certain niveau, on a l'impression d'être un raté. Il y a une espèce de compétition pour le plus grand salaire. Je pense que je peux mettre à peu près 2 ou 3 potes derrière chacun de tes 2 exemples. Bon. Voilà. Et il y a parfois la culpabilité de se dire, si j'ai fait des écoles comme ça, il faut forcément que je rentre dans le truc classique. Voilà, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Voilà, on va dire, pour faire ce que tu vas faire là, t'avais pas besoin d'aller faire une grande école. Là. Bon. Donc en fait, c'est toutes ces injonctions qui arrivent de l'extérieur qui peuvent, j'allais dire, empêcher simplement l'écoute de ce désir ou de cet appel intérieur. Et donc voilà, je pense tout le travail, c'est de dégager pour revenir à la source. Et la source, c'est ce qui nous rend heureux et ce qui fait que on peut aussi se donner de manière féconde. J'ai un peu le sentiment que ceux qui prennent des grandes claques dans la vie, et qui ont des épreuves dures, qui les éprouvent, en fait, tout ce chemin, il est plus simple pour eux. Oui, certaine façon, parce que quand tu te prends une grande claque, t'es forcément atteint dans l'image de toi-même, même l'image des autres. Donc, quelque part, tu reviens forcément à l'épure des choses, c'est-à-dire, finalement, qui je suis quand il n'y a plus tout ce succès autour, tu vois. Quand il n'y a plus voilà, je souhaite à personne des épreuves, mais l'épreuve, elle vient simplifier, oui, c'est sûr. C'est intéressant ce que tu dis. L'épreuve, elle vient simplifier.
Et en fait, j'ai pas du tout envie de souhaiter des épreuves aux gens, c'est pas l'idée. Mais c'est vrai que parfois, on se dit en fait, putain, tellement de chemins, tellement de briques à mettre dans une vie qui va bien pour réussir à se sentir libre, à être au bon endroit, à être sûr d'être à sa place. Et à côté, voir l'autre qui prend une tuile, qui se remet en route, et puis en fait, on a le sentiment qu'il a gagné 10 ans, quoi. Oui, par exemple, quand j'étais donc dans ce grand groupe qui était le groupe Rodia, Solvay, etc. Bon, j'ai eu 11 ans très heureux et j'ai développé une carrière, je veux dire, de dirigeant d'entreprise. Et puis, je suis arrivé. Ça a été un peu le moment de l'épreuve, justement, avec ce dirigeant nocif, j'allais dire, qui fait que je me suis opposé, j'ai défendu mes équipes, j'ai défendu ma stratégie. Mais à un moment, j'ai dû céder parce que j'avais pas le pouvoir. Et donc, j'ai dû partir de l'entreprise. De certaine façon, ça a été un échec, ça a été très difficile. En plus, ça m'avait fait douter de moi profondément parce que ce dirigeant, en fait, me rabaissait par rapport à, donc j'en étais même arrivé à douter de ma capacité de dirigeant d'entreprise, tout simplement. Mais d'une certaine façon, je me suis retrouvé, j'allais dire, par terre, un peu, voilà, sans rien. Et finalement, aujourd'hui, je dis que ça a été la chance de ma vie. Parce que je suis reparti de rien et j'ai reconstruit à partir, je pense, de l'essentiel. Et quand j'ai fait le choix d'Armor, pareil, beaucoup de gens m'ont dit, Armor, qu'est-ce que tu vas faire à Nantes, t'enfoncer dans une ETI industrielle qui a 100 ans, ils font de l'encre, des consommables d'impression, en plus, c'est l'entreprise un peu vieillotte, machin, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, alors que, c'est en 2004. 2004, c'était un peu l'élan post-startup, post-bulle Internet. Il y avait des boîtes très dans le vent, très sexy. Je veux dire, pourquoi tu vas là-bas? Bon. Mais le photovoltaïque était pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, là, le photovoltaïque, c'est une toute petite partie d'Armor. Armor, c'était le papier carbone, c'est les cassettes Gédan, cassettes laser, cartouches d'impression. On est leader mondial dans les consommables qui impriment les étiquettes code barre. Tout ce qui est traçabilité de produits. Et à partir de notre savoir-faire, on a développé des activités tournées vers les énergies renouvelables, comme effectivement les films solaires souples et puis les films collecteurs pour améliorer la performance des batteries électriques, par exemple. On a développé aussi une activité dans la fabrication additive 3D, les filaments 3D. Voilà, puis on fabrique des cartouches d'impression recyclées, donc on est aussi très engagé dans l'économie circulaire. Voilà, mais ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, c'était c'est pas forcément. Et pourtant, je sentais que c'est là-bas que je devais aller. Mais je pense que c'est sans doute, j'avais accepté de perdre une certaine aura, en fait. J'avais aussi vécu une certaine désillusion qui me faisait relativiser le côté brillant des grands groupes du CAC 40. Le fait, je vois beaucoup de gens sont malheureux dans ces entreprises parce qu'elles sont parfois, je veux pas généraliser, mais parfois très inhumaines. Très inhumaines. Il y a pas Mais toi, du coup, c'est la chance de ta vie qui derrière est une grosse claque de la vie par la difficulté de l'épreuve que tu as vécue et puis par la claque que ça t'a mis à terre aussi, quoi. Comment un gars qui a pas, j'ai envie de remployer le mot chance, parce qu'il y a l'opportunité aussi de ce que t'es, même de notre rencontre, de là où on est aujourd'hui, derrière tout ça. Donc moi, à titre perso, j'ai pas déjà une chance de te connaître par ce biais-là, mais ouais, qu'est-ce qu'on dit à un gars qui a pas cette claque, quoi? Qui va quasiment, si je suis un peu dur, devoir se la mettre lui-même, en disant, ok, là, il faut que je fasse ces petits pas pour me dire, en fait, ok, je constate, là, je sais que je suis pas forcément à ma place, je suis pas libre. J'en reviens, je pense que celui qui reçoit pas naturellement une claque de la vie, il faut qu'il ait de bons amis. Il faut qu'il ait de bons amis qui lui disent, écoute, tu sais, on t'aime pas pour ton succès, on t'aime pas pour ton argent, on t'aime pas pour ton pouvoir. Nous, on a envie de te connaître pour toi, quoi. On a envie de t'aimer pour toi. Et des amis qui invitent l'autre à quelque part à être lui-même et à lâcher tout ça. Ça, c'est le plus grand. Je pense que c'est le plus gros acte d'amitié qui peut être vécu, c'est-à-dire de dire on t'aime pour toi, en fait. T'as pas besoin de tout ce qui est autour pour exister, en fait. C'est un truc que j'aime beaucoup. On a la chance avec mon épouse d'avoir un bon groupe de copains. Et en fait, le moment où ce groupe s'est créé, on était certains étaient au chômage, on galérait. On avait même créé un groupe, le club des chômeurs actifs. On cherchait du taf ensemble en se mettant dans le même bureau, parce que c'était un peu la galère. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, on a tous des carrières différentes, mais la raison pour laquelle on s'aime, c'est pas ce qu'on représente ou ce qu'on peut être aujourd'hui en termes de famille, de carrière, de vie à l'étranger, en France, ou non, c'est qu'en fait, à un moment, on était potes pour ce qu'on était,
C'est ça. Dans une version assez simple. Ouais, bah, tu vois la richesse que c'est de simplement goûter l'amitié gratuite. Tu vois. J'ai un très bon ami qui s'appelle Renaud et qui a connu pas mal de galères. Et ce qui me frappe chez lui, c'est que il y a même dans les moments les plus difficiles, il en rigole et il nous reflète sans arrêt qu'en fait, voilà, dans le succès ou dans l'échec, finalement, on peut être soi-même pleinement et que c'est important, par contre, d'être ensemble, de se tenir les coudes et de s'aider mutuellement. Et c'est ça, à la fin, qui reste. Hein. C'est ces moments de fraternité très, très beaux. T'as des amis qui t'accompagnent comme ça depuis des décennies? Ah bah oui, bah là, on est tout un groupe, notamment déjà de l'école et puis de prépa. On est parrains les uns des autres, des enfants des uns des autres. On a constitué un peu, j'allais dire, une communauté d'amis. On a même créé un groupe qu'on appelle Amigos. Et en fait, on est les uns et les autres sont engagés dans différents lieux, certains sont pas engagés spécialement dans une communauté chrétienne, mais d'autres sont engagés dans telle communauté, certains dans les manuels, d'autres dans le chemin neuf, d'autres en fondatio, d'autres chez les jésuites, d'autres différents groupes, et d'autres avec les carmes. Et en fait, c'est magnifique parce que on s'accompagne en valorisant l'engagement de chacun. Personne ne cherche à amener l'autre là où il est, mais on s'émerveille de ce que l'autre nous apporte. Voilà, ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment la communauté des amis. Et ce qui fait que dans les réussites, la réussite de l'un, on se réjouit, la bonne nouvelle, tel qui avait un enfant ou maintenant qui devient grand-parent, bah, on se réjouit. Et puis quand il y a des épreuves, on est avec. Quoi. C'est quoi le trésor de tout ça pour toi aujourd'hui? Bah, le trésor, c'est l'amitié. Moi, je trouve que l'amitié est un trésor extraordinaire. Parce que l'amitié, je pense que l'amitié, pour moi, est sans doute le signe, l'un des signes, en tout cas, les plus évidents de l'amour de Dieu. Cet amour gratuit qui ne capte pas. Le grand message de Dieu pour l'humanité, c'est je suis avec toi. Quel que soit l'endroit où tu passes, que ce soit dans la joie ou le ravin ou la vallée de ténèbres, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je t'aime depuis toujours. Enfin, c'est finalement l'amitié rappelle sans arrêt qu'on est important pour l'autre, qu'on est aimé gratuitement. Et avec les vrais amis, on n'a pas besoin d'en rajouter, on n'a pas besoin de faire de cinéma, en fait. Mon père m'a souvent cité une phrase, je sais plus qui l'a écrite, mais qui me touche beaucoup. Il me dit « L'ami, c'est celui avec lequel on n'a jamais aucune peur ». Je trouve que c'est très beau, cette phrase-là. Avec un ami, on n'a pas peur. On n'a pas peur de décevoir, on n'a pas peur de rater, on n'a pas peur de pas être au rendez-vous. Voilà. Un vrai ami, c'est... Le bon pote, c'est celui qui sait que t'as l'habitude d'arriver en retard et... Un vrai ami, c'est bon, tu peux arriver en retard et il va te dire que t'es chiant, mais il va pas te quitter pour autant, et tu peux arriver à 3h du matin si t'as besoin de quelque chose et il t'ouvrira la porte. Ouais. Ça, c'est... J'ai un copain, effectivement, avec qui on goûte, tu vois, la désorganisation. On a l'art de s'appeler, non pas pour savoir à quelle heure on vient, mais avec quoi on vient. Donc, parfois, le coup de fil, c'est j'arrive avec le dîner, c'est très bien, ok. En fait, il arrive à dîner, il est 18h49, et il devrait être là d'ici, je sais pas trop combien de temps, mais globalement, on dit ensemble, donc j'attends. Mais effectivement, il n'y a pas cette peur de se dire, est-ce que je vais gêner, est-ce que je vais déranger? Il y a aussi cette simplicité, en fait, je sais que j'ose, et si jamais je dérange, en fait, il va me le dire avec la même simplicité. Et puis, on va gérer le truc. Mais trop bien. J'ai envie de passer un peu du coq à l'âne, Hubert, et de revenir. Je sais que donc là, t'étais dans le train il y a quelques heures, et t'as rendu en partie un manuscrit d'un bouquin qui va pas tarder à sortir. J'aimerais bien qu'on échange un peu dessus parce que quand le podcast va sortir, il sera sorti. Et du coup, j'anticipe un peu. Mais déserter ou s'engager? Tout à fait. En fait, à la suite du premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle L'Esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé, qui a été publié chez MAM en 2021. Là, dans ce livre, j'ai partagé mon itinéraire de dirigeant, enfin de personnel et de dirigeant, et en montrant comment finalement, en relisant dans ma vie, comment j'ai été très souvent conduit en fait par une présence en fait dans laquelle j'ai reconnu l'Esprit Saint, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles d'ailleurs. L'éditeur m'a recontacté il y a quelque temps pour me dire voilà, il y a eu, je sais pas si tu te rappelles, ce discours des jeunes d'AgroParisTech qui ont anglais sur l'écologie, voilà, puis qui ont un peu dit leur révolte contre le système et le fait qu'ils voulaient pas être les instruments d'un système qui détruit la planète, qui ne respecte pas les personnes, etc., et d'un capitalisme auquel ils ne se reconnaissent plus.
Et c'était une charge assez violente, mais assez en même temps qui venait du fond de leur trip. Et donc la question, l'éditeur m'a dit voilà, qu'est-ce que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu aimerais répondre à ces jeunes? Et ça m'a emmené, en fait, donc le titre du livre, c'est Déserter ou s'engager, lettre aux jeunes qui veulent changer le monde. Voilà. Donc ça m'a amené à faire tout un cheminement, en fait. Déjà de me laisser questionner par ces jeunes, de vivre certaines, parfois de me rendre compte que j'avais au point de départ un peu un jugement, notamment parce que à l'extrême, c'est la désobéissance civile, c'est ceux qui vont jeter de la soupe sur la peinture de Van Gogh pour se protester contre les désastres faits sur l'environnement, etc. Et au départ, sans doute, peut-être par mon éducation, par mon âge aussi, par ma génération, j'ai d'une certaine façon choqué. Et petit à petit, notamment par la rencontre de différents jeunes, j'ai accepté de me laisser bouger, de me laisser interpeller et de comprendre qu'en fait, qu'il y avait un vrai message derrière, un vrai cri, une vraie angoisse sur le fait qu'effectivement quelque chose cloche dans la manière dont est organisé le monde aujourd'hui. Et ça m'a amené aussi à comprendre qu'en fait, il y a des modes de désertion. Par exemple, tu citais de ces amis qui peut-être sont partis vivre à la montagne pour prendre soin de troupeaux ou faire un métier manuel, etc. Mais il y a des formes de désertion qui sont une autre forme d'engagement. En fait, c'est un engagement pour être un signe d'un autre rythme, signe d'une autre manière de vivre. Et en prenant du recul, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'au début, j'étais un peu interpellé, voire un peu choqué par leur choix. Et à l'envers, un jeune qui me disait « je vais rentrer au monastère », je trouvais ça très bien. Alors que finalement, c'est aussi une rupture. Voilà. Oui. Donc, une rupture radicale. Et donc, je me suis beaucoup questionné moi-même pourquoi finalement et je pense qu'en partie, le choix assez radical de ces jeunes qui désertent vient m'interpeller moi-même, vient me déranger aussi par rapport au fait que je suis dans une logique de dirigeant d'entreprise qui fait que moi, pour que l'entreprise réussisse, je m'appuie sur un monde en croissance et que quelque part, s'il n'y a plus de croissance, j'échouerai. Parce que les coûts augmentent, parce que de certaine façon, je sais pas comment faire réussir l'entreprise s'il n'y a plus de croissance. Oui, d'ailleurs, c'est même pas tant que t'échouerais qu'aujourd'hui, dans le modèle dans lequel on est, tu sais que les vecteurs de croissance, ils fonctionnent avec ça, mais si demain on bouge, il y a un inconnu. Exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, le choix de ces jeunes qui bifurquent ou qui désertent, en fait, vient nous déranger, nous, de notre génération, dirigeants d'entreprise, par exemple, parce que c'est une interpellation qu'on aime, qui nous désinstalle, qui nous bouscule, qui nous insécurise. Donc, en fait, ça m'a permis, en fait, de rentrer dans un peu un dialogue avec certains et de comprendre. Et puis aussi, de toucher un autre point, c'est que, tu parlais des films photovoltaïques tout à l'heure. Je me suis vraiment engagé par idéal, par exemple, pour innover dans ce projet, de fabriquer des films souples, beaucoup plus légers que des panneaux silicium, sachant que 95% des solutions solaires sont importées de Chine aujourd'hui. Moi, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire en France, en innovant, etc. Donc, j'ai mis beaucoup de mon idéal là-dedans. Et puis, je me rends compte que c'est pas si simple, c'est vraiment difficile, on manque de soutien public. Au début, on coûte plus cher que les panneaux, donc en fait, on a du mal à se développer. Et d'une certaine façon, je suis confronté au risque d'échec de tout ça. Et ça m'a amené à me poser une autre question, c'est de se dire, quand on s'engage, qu'est-ce qui va susciter de l'espoir? Est-ce que c'est la réussite de notre engagement? Et si l'engagement ne se concrétise pas comme on le souhaite, est-ce qu'on reste ancré dans l'espérance quand même? Et où est-ce qu'on peut puiser notre espérance? Et c'est là où ça m'a ramené en fait à la notion de la foi. C'est-à-dire que je pense que c'est finalement, ce n'est qu'en Dieu qu'on peut passer de l'espoir à l'espérance. C'est-à-dire que le Christ, quelque part, est celui qui a donné sa vie et qui a échoué. Et pourtant, il est en fait notre espérance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière, même l'échec et la mort. Et en fait, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est d'une certaine façon, ça m'a obligé à aller puiser en moi ce sur quoi se fonde ma foi profondément, et d'en arriver à se dire, en fait, voilà, l'important c'est de s'engager à partir de ses convictions, à partir de ce que l'on est, de cette fidélité dont on parlait tout à l'heure. Et j'allais dire, peu importe que ça réussisse ou pas, l'important c'est de ne pas cesser de se donner et de chercher à s'engager quoi qu'il arrive, et que voilà, on peut échouer, on peut recommencer. Ce qui est grave, c'est de pas s'engager. D'une certaine façon, c'est de pas se mouiller, c'est de rester dans sa zone de confort en ne se mouillant pas pour des convictions, en n'étant pas, quelle qu'elle soit. De certaine façon, celui qui déserte, il s'engage parce qu'il a des convictions. Celui qui s'engage dans l'entreprise vraiment parce qu'il pense qu'il doit le faire, il s'engage par conviction. Celui qui se laisse porter sur un tapis roulant, c'est dommage parce qu'en fait, il ne transmet rien.
Il suit le mouvement. Et donc l'appel, le message, c'est vraiment engagez-vous, risquez quelque chose de votre vie au nom de qui vous êtes, au nom de ce que vous croyez. Il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas réussi à court terme, qui ont pu échouer, et puis finalement d'autres ont repris leurs travaux et les ont emmenés plus loin. Et d'une certaine façon, ils ont contribué à la réussite d'autres, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, il faut faire confiance justement à suivre son élan d'engagement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai grandi avec un peu un prisme. J'avais le côté l'entrepreneur, enfin pas l'entrepreneur, mais j'allais dire le gars en visibilité. Oui. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout le profil d'un numéro 1. Donc la probabilité que je termine en visibilité, elle est à peu près de 2 iota, parce que je suis un très bon numéro 2 et surtout un assez bon numéro 2 plutôt dans l'ombre. Donc en fait, j'ai dû apprendre à connaître ça et apprendre à prendre ce risque de changer l'image que j'avais du truc parfait pour me dire mais en fait c'est pas là où je suis bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et du coup à me réaligner, à accepter mes peurs, à me mettre en risque. En fait, tu vois, j'aurais jamais parié il y a 10 ans que je ferais des podcasts. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on devient authentique et on est aligné, en fait, la vie offre des opportunités auxquelles on pensait même pas avant, parce qu'on était dans des peurs, dans des schémas. Et je pense que tout ça a été libéré par des petits engagements du quotidien. C'est ça. Je me retrouve, mais franchement, 100% de ce que tu dis là. Ouais. On n'est pas là pour prouver qui que ce soit à quelqu'un d'autre, en fait. J'allais dire, on est juste. Je crois que ça peut paraître simpliste de dire ça, mais je pense que le premier but de notre vie, c'est d'être nous-mêmes. Donc, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et à partir de là, de chercher à se donner avec ce qu'on est. Et ça simplifie beaucoup, en fait, les problèmes. Parce que pourquoi vouloir être numéro 1 si on est un bon numéro 2? En fait, si avec des numéros 1, ce serait dramatique. Moi, je peux dire que je suis numéro 1 dans mon entreprise, mais qu'est-ce que je dois à tous les numéros 2 qui sont à côté de moi, et sans lesquels de fait, je ne pourrais absolument pas accomplir ma mission. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on va associer numéro 1 à supérieur et numéro 2 c'est ça l'image en plus que j'avais pendant des années. Voilà, c'est ça le problème. Alors qu'en fait, même dire numéro 1, numéro 2, la définition est pas juste, c'est qu'il y en a un qui va être invité à diriger une équipe et l'autre à la soutenir par-dessous. Mais finalement, pourquoi on va mettre des échelles de valeur? C'est ça. Et je pense qu'il faut se défaire de tout ça, parce que ça fait pas mal de mal. Comme dans l'Église, on a encore cette image que le prêtre est au-dessus du laïc, et donc voilà, et que du coup, ça induit tout un mode de gouvernance et de relations des uns aux autres qui en fait du mal au corps. Je crois qu'il faut revenir, si on parle 2 minutes d'aspect un peu spirituel par rapport à l'Église, en fait, ce que dit saint Paul, c'est vraiment d'écouter le charisme de chacun. C'est en fait ce qui va construire une communauté, c'est que chacun soit fidèle au charisme qui lui a été donné. Pour certains, ça va être le charisme de prophétie, d'autres de direction de la communauté, de pasteur, d'autres de guérison, d'autres de service. Mais finalement, chacun a la même valeur aux yeux de Dieu. Donc, dans la société, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on revienne à ces évidences-là. C'est intéressant. Mais effectivement, on le voit aussi au niveau de l'entreprise avec des compétences ou avec des métiers. On voit qu'il y a de plus en plus d'experts qui se créent dans l'entreprise, là où avant le top c'était d'être manager. Et puis en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie de manager, qui sont des super bons experts et on leur fait confiance. Et Oui, et puis on a bien vu pendant le Covid combien on avait besoin, par exemple, de métiers dits essentiels, qui se sentent sous-valorisés aussi parce qu'il y a une représentation de la société que si on est éboueur ou on est infirmière ou on est enseignant, c'est moins bien que d'être trader ou d'être ingénieur ou d'être dirigeant d'entreprise. N'empêche que et on peut rajouter l'agriculteur aussi. Dire s'il n'y a pas d'agriculteur, s'il n'y a pas d'enseignant, s'il n'y a pas d'infirmière, s'il n'y a pas d'éboueur pour gérer les déchets, on voit ce que ça donne. C'est absolument dramatique. Donc je crois qu'il faut revenir aussi à revaloriser certains métiers, les métiers manuels notamment, sans lesquels on peut pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire. Et je pense qu'il y a une certaine il y a de fait une certaine injustice à trop valoriser certains métiers, à en dévaloriser beaucoup d'autres. Je pense qu'il faut revenir à un certain équilibre. Et je pense que la société appelle ça. Et si on le fait pas, de toute façon, ça va nous être arraché. C'est-à-dire qu'à un moment, la société elle-même va se révolter contre cette injustice-là et contre ce regard qui n'est pas objectivement, qui n'est pas juste, en fait. J'ai envie de nous laisser un peu sur ces paroles et sur cette réflexion. En fait, finalement, comme dit le sage, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Merci Hubert pour cet échange. Merci Thomas. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et très chers auditeurs, à très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître.
Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.